Communauté d'entrepreneurs, ne bougez pas, c'est l'heure de votre émission favorite, Cauchemar d'entrepreneurs, avec moi-même Mariama Touré. Le temps que je me mette derrière le micro et on revient tout de suite après avoir remercié nos sponsors. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes au Sénégal, c'est la DER. C'est eux que vous voulez contacter pour recevoir des financements, pour savoir également comment faire accompagner votre entreprise durant cette crise Covid-19. Ils ont tout plein de programmes mis en place, la DER, der.sn, sur leur site web ou encore leur page Facebook. N'hésitez pas. Cauchemar d'entrepreneur. Cauchemar d'entrepreneur. Hey, merci à tous d'être à l'écoute de votre émission Cauchemar d'entrepreneurs, comme tous les jeudis à 19h, vous le savez. Je suis derrière ce micro pour parler avec vous d'entrepreneuriat et de ses galères, de ses difficultés. Depuis que nous avons démarré la saison 3, cette saison qui est dédiée à la crise pandémie Covid-19 et comment surtout y résister, comment y survivre, nous interviewons des entrepreneurs qui sont un peu partout en Afrique. Le modèle, il était simple, un entrepreneur au Sénégal, un entrepreneur ailleurs en Afrique pour savoir comment est-ce que partout sur notre continent, les entrepreneurs avec eux ou sans eux se débrouillent pour rester résilients. Et aujourd'hui, je vais directement au Cameroun, les amis. Pourquoi? Parce que par là-bas, il y a des initiatives dont on va pouvoir apprendre énormément. Je suis en ligne avec Gaëlle Laura Kenfac, qui, elle, est à la tête de Kenza Market, deux supérettes qui sont à Yaoundé et à Douala. Si vous ne connaissez pas le Cameroun, les amis, c'est le moment de vous mettre devant votre Google Maps. Gaëlle, bonsoir. Bonsoir Mariama, bonsoir à tout le monde et bonsoir. Je suis très ravie d'être là aujourd'hui. On est content de t'avoir avec nous, Gaëlle. On aimerait d'abord savoir comment est-ce que tu vas et comment ça se passe au Cameroun aujourd'hui. Quelle est la situation en général? Ici au Sénégal, c'est le déconfinement petit à petit. Quelle est la situation au Cameroun avec la pandémie? Bon, au Cameroun, déjà, il fait beau. Il fait beau à cette heure où je vous parle et le déconfinement a commencé depuis un bout déjà. On continue de respecter les règles barrières. Ça va, on se barre. Donc, tu as une chaîne de supérettes qui s'appelle Kenza Market et dorénavant, tout le monde garde en tête que tu t'appelles Kenza, mais c'est bien Gaëlle Laura. Dis-nous-en un peu plus sur ton offre de service, sur ton entreprise. Oui. Bon, Kenza Market, il s'agit de des supérettes qui vraiment accompagnent la femme. Donc aujourd'hui, les femmes s'occupent, les femmes travaillent. Donc les femmes et les personnes qui se sentent pas bien, qui sont malades, des étudiants, en fait, on essaie de mettre en valeur les produits locaux. Il est important de consommer africain, consommer des produits qui sont cultivés chez nous. Donc, nous faisons dans la transformation de tout ce qui est produits alimentaires, tout ce qui est épices, légumes, céréales, les couscous. On essaie vraiment de préfère afin que la cuisine soit rapide. Voilà. Et on fait la livraison à domicile au bureau et on fait aussi dans les conseils diététiques. Donc, avec les produits naturels, ça va lentement, mais ça va sûrement. C'est absolument génial, Gaëlle. J'ai envie de te le dire parce que je trouve ça absolument innovant d'avoir une chaîne de supermarchés. Je te le souhaite, que tu en aies 100 à travers le Cameroun et 100 autres à travers d'autres pays d'Afrique. D'avoir une supérette qui mette en valeur comme ça. qui mettent en valeur les produits locaux, c'est génial. Et puis surtout, en plus, qui accompagne la femme dans sa cuisine, qui accompagne la personne qui a envie de manger plus santé. Franchement, top, chapeau. Et alors, en plus de ça, tu as un service qui est absolument innovant, c'est la livraison. Comment ça fonctionne? Ça veut dire que la personne de chez elle, des réseaux sociaux, elle peut commander, vous livrer. Comment ça fonctionne? Voilà, nous recevons des appels, nous recevons des messages en Messenger Facebook, via WhatsApp et nous recevons, en fait, en général, les personnes nous découvrent sur les réseaux sociaux, bien via la télé, la radio, via des affiches et on reçoit les commandes. Il y en a des clients qui veulent être livrés, donc on leur fait juste la course, c'est-à-dire qu'ils envoient une liste. Ils payent juste la course, on va faire leur marché, on leur apporte ça où ils se trouvent. Certaines personnes n'ont pas le temps de préfaire et voudraient recevoir des produits déjà préfaits. Donc, par exemple, des légumes déjà précuits, du gombo découpé, des épices déjà composées, parfois même des plats déjà cuits. Donc, on essaie d'apprêter tout ça et on va livrer.
Voilà, donc Et pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller sur la livraison? Tu as pensé déjà dès le début que ce serait une plus-value pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup au Cameroun ou est-ce que tu t'es vraiment dit attention, il faut que j'innove comme ça les gens, je vais toucher un autre marché, les gens n'ont pas le temps, vraiment la livraison, faut que ce soit au cœur de mon business. Voilà, d'abord, à Yaoundé, nous n'avons qu'une seule boutique. Vous imaginez, une personne peut vivre carrément de l'autre côté de la ville et on perd en clientèle. En fait, pour augmenter le chiffre, pour pouvoir vraiment écouler, il y a des personnes qui peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé, ils sont occupés, ils ont vraiment besoin des produits. Et en fait, pour fidéliser le client, on a décidé de leur livrer à leurs frais. Et c'est assez confortable que vous soyez à la maison, vous passez votre commande et qu'on vous l'apporte. Donc, ça évite de rester dans les embouteillages, sous le soleil. Et on gagne en temps parce que quand ils passent les commandes, ils précisent bien à l'heure à laquelle ils doivent être livrés. Donc, on fait le travail. C'est en fait un service ajouté au service de tout autre service que nous avons. Donc, c'était en fait surtout pour fidéliser le client, pour se faire découvrir. C'est une stratégie absolument géniale. Et maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est au niveau de la logistique, parce que j'imagine quand même qu'avec un marché qui se développe petit à petit, il y a beaucoup de demandes, donc ça nécessite énormément de logistique. Combien d'employés est-ce que Kenza Market a aujourd'hui? Comment vous travaillez? Est-ce que ce sont avec des partenaires prestataires de services pour livrer? Est-ce que vous avez internalisé le service? Voilà, nous sommes déjà une vingtaine de personnes et nous faisons des livraisons avec des partenaires il y a des sociétés en fait qui font leur boulot, c'est que de livrer, donc on leur paye selon la course. Voilà, donc on travaille avec des partenaires. Sans partenaires, ce serait très très difficile et vu les charges seront un peu trop. Nous aurons trop de charges s'il faudrait avoir un peu plus de personnel. Donc on a opté pour travailler avec des partenaires sur le côté logistique. Donc on reçoit des courses, qu'on les numérote et on a des groupes WhatsApp où les commandes sont posées et on essaie de gérer quand une commande a été faite, qu'on signale que la commande a été faite. On essaie de mettre des OK, des pas OK, etc. Donc on a déjà dans interne en 15 Market, on a un groupe et avec des partenaires, on a aussi un autre groupe. Donc quand on reçoit nos commandes en interne, ceux qui sont chargés de discuter avec les clients le font, on négocie, on discute avec le client, on essaie de gagner en confiance que le client commande plus. Une fois que la commande est validée, on poste dans le groupe interne Kenza Market et pour voir qui va s'occuper de quoi, s'il faut apprêter un colis. Et puis après, quand c'est totalement validé, on envoie à l'agence de logistique qui va venir faire la récupération du colis, il va faire la livraison du colis et il va nous envoyer les sous. L'argent, si le client n'a pas payé via mobile money, nous avons ici des services de paiement en ligne. Parce qu'il y a des clients qui préfèrent payer cash, surtout quand ils commencent, quand ils viennent pour la première fois, ils sont un peu sceptiques. Donc, une fois qu'ils se sentent à l'aise, ils décident de payer en ligne. Mais au début, c'est d'abord en cash et maintenant l'agence de logistique nous reverse et ils enlèvent leur pourcentage en fait. Oui, une entreprise qui a 3 ans, hein, ça fait depuis 2017 que vous existez, déjà 20 personnes quand même dans son équipe. Comment est-ce que le marché a accueilli Kenza Market avec son innovation, les produits locaux, la transformation, les produits préfaits? Comment est-ce que au Cameroun, Kenza Market est en train de s'implémenter? Est-ce que ça marche? C'est vrai qu'au début, c'est très difficile pour tout le monde. Ce qui a propulsé Kenza Market vers le haut, c'est en fait la qualité du produit, parce que c'est un point qui est super important, que quand on dit gingembre, que ce soit vraiment du gingembre, c'est vrai que dans le marché, dans le tas, on ne retrouve pas toujours exactement ce qu'on cherche. Il y a d'abord le cadre, en fait le milieu dans lequel on vend, nous sommes physiques, c'est un point, quelque chose de très important. Parce que quand on achète un produit, si on sait où on l'a acheté, si on a des réclamations, on sait au moins à qui s'adresser. Donc, c'est pas la vente à la sauvette, déjà. Donc, c'est pas une vente aussi en ligne avec juste un groupe ou une page Facebook. Donc, les gens savent que vous êtes une entreprise sérieuse. Exactement. Nous sommes une entreprise sérieuse et la qualité de nos produits, c'est aussi un point. Et l'autre point aussi, le service en général. Et on trouve vraiment un peu de tout. Nous avons ce côté-là aussi, formation. Nous avons ce côté où on donne des conseils aux gens. On met en avant en fait des produits parce qu'il y a des produits qui sont sur le marché que les gens voient mais ils savent pas à quoi ça sert, comment ça se consomme. Ils ne connaissent pas les contre-indications. Donc on fait vraiment l'effort
pas seulement de vendre, en fait, d'apprendre les gens à consommer les produits naturels. C'est ce qui manque vraiment beaucoup ici. Donc, les gens savent déjà quand ils vont chez nous, au moins ils trouveront ce qu'ils recherchent. Nous avons vraiment une panoplie de produits que nous ignorons la provenance même, nous ignorons vraiment les vertus de ce que nous trouvons partout sur le marché. Donc c'est nous-mêmes qui transformons, c'est aussi un plus. On n'achète pas juste comme ça. On sait exactement ce qu'on est en train de faire. Donc c'est pas juste de buy and sell. Donc on fait aussi dans la transformation sur place. Alors, dis-moi un peu maintenant, Gaëlle, toi, d'un point de vue personnel et d'entrepreneur femme, qu'est-ce qui est le plus difficile? Le plus difficile, déjà quand on commence une activité, on va dire en Afrique, il faut connaître exactement, il faut vraiment être encadré. Il faut être encadré et il faut vraiment beaucoup prospecter. Il faut vraiment, il y a beaucoup de travail dans le fond pour vraiment te faire connaître. Avant qu'on se fasse connaître, on a vraiment beaucoup de travail et il faut toujours bien faire ce qu'on fait. C'est très très important. Ça a été ça le plus gros cauchemar pour toi depuis le début? Il y a aussi trouver les produits. Dans la disponibilité des produits, il y a la disponibilité des fournisseurs même. L'honnêteté des fournisseurs, ça n'a pas vraiment été évident. Je pense que quand on fait dans la transformation, il faudrait soi-même cultiver, même à 50%, pouvoir soi-même s'approvisionner. Parce que une fois qu'on dépend d'un fournisseur, on est vraiment dans la merde. Donc, il faudrait pouvoir avoir des champs et commencer à soi-même contrôler les cultures. Parce que pour être au moins sûr, si on dit qu'on vend du bio, être sûr que ces produits n'ont pas reçu de l'engrais chimique. Donc, il y a à côté même aussi le personnel, avoir des personnes qui veulent vraiment travailler, qui sont contents d'aller au travail. Les conditions dans lesquelles les gens travaillent, c'est pas évident. Il faut soi-même former son personnel à l'accueil. C'est vraiment, il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses qui sont assez, qui sont compliquées. C'est compliqué en Afrique particulièrement et en plus de ce qui est dans notre propre écosystème, on a été frappé cette année d'une manière assez inattendue par une pandémie. Je pense que beaucoup n'ont jamais imaginé qu'ils vivraient une situation comme celle-là. Les entrepreneurs aussi ont été impactés, certains positivement et d'autres négativement. Déjà, au Cameroun, est-ce qu'on a eu beaucoup de cas? Est-ce qu'il y a eu des mesures restrictives qui ont obligé, par exemple, Kenza Market à fermer? Parle-moi de l'environnement quand Covid-19 est entré au Cameroun. Comment ça s'est passé? Ça allait très vite. Je me rappelle quand on a dit on ferme les frontières, nous avions 2 avions qui étaient arrivés, je pense, de Air France ou bien de Air Bruxelles. En fait, on a eu des personnes quand on a mis en quarantaine. Je pense dans le sud du Cameroun, ils sont allés en quarantaine parce que avant même qu'on ne ferme, ça commençait à devenir très très chaud en Europe. Donc nous avons fermé assez tôt quand même. Nous avons fermé assez tôt. Il faut aussi noter que au Cameroun, il n'y a pas trop d'entrées et sorties. Nous n'avons pas assez d'aéroports. Nous avons vraiment, je pense même pas que 5 atterrissages à la ville de Yaoundé. Donc ça fait que les risques en fait de contamination ont été déjà réduits. Si on regarde par rapport aux pays occidentaux où ils ont au moins des 50 atterrissages par jour, bien disons même 200 atterrissages par jour, chez eux, ça allait plus vite parce qu'il y a suffisamment d'atterrissages, beaucoup d'échanges. Donc, on a déjà eu la chance avec ce point-là et quand les contaminés ont augmenté du côté de l'Europe et des États-Unis, chez nous, on a vraiment commencé à être strict. Personne dans la rue, le port de masque. C'est vrai que quand on y vit, c'est pas vraiment respecté. Mais je pense que nous avons été très, très chanceux, nous, au Cameroun, par rapport à d'autres pays, il faut le dire. Et Kenza Market n'a pas fermé. Nous sommes restés ouverts, mais nous faisons beaucoup plus dans les livraisons. Nous recevions les clients à l'entrée de la boutique avec un gel hydroalcoolique. En fait, on se lavait les mains. On s'est vraiment lavé les mains. Se laver les mains, vraiment, ça a été pour moi la phrase 2020, lavez-vous les mains, restez à la maison. Ça sonne encore dans mon oreille. Nous avons été chanceux. Alors, Kenza Market n'a pas fermé. Est-ce qu'on peut dire que tu fais partie des entreprises qui ont été impactées plutôt positivement par le Covid-19? Oui, on va le dire parce que Kenza Market vend des produits naturels. Parce que quand le Covid est arrivé, on disait partout, boostez votre système immunitaire et nous étions impactés parce que nous vendons les produits qui boostent le système immunitaire, les produits contre la grippe, contre le mal de gorge, contre le palu.
En fait, avec tous les ping-pong qui ont été dit, le Covid c'est ceci, le Covid c'est cela, tout le monde vraiment cherchait d'abord à booster son système. Parce qu'un système immunitaire qui est robuste peut être sauvé, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, nous avons vendu beaucoup plus de produits qui boostent le système immunitaire. Après, c'est venu que c'est le palu. En fait, je vais pas faire des détails là-dessus, je suis pas scientifique, mais nous avons beaucoup commercialisé tout ce qui est plantes naturelles qui soignent paludisme et aussi après ce qui s'est passé à Madagascar quand ils ont sorti la bouteille de Covid là l'artémisia est passée en rupture de stock en quelques 2 jours, nous n'avons plus d'artémisia. Donc, c'est la plante la plus recherchée. Oui, oui, oui. C'est la plante la plus recherchée au Cameroun en ce moment. Puisque moi, j'en vendais, ça fait que ça m'a aussi, on a beaucoup parlé de Kenza Market parce que tout le monde cherchait partout. Et tous ceux qui connaissaient ont envoyé en 2 jours, j'ai fini le stock d'artémisia et j'en avais plus. Et les fournisseurs. Alors, en fait, tu as pris une longueur d'avance. Longueur d'avance, mais en fait, mon stock aussi fini. Et quand il est fini, mon fournisseur, il a quadruplé le prix, hein. Bon, là, ils ont créé une espèce de rupture. Ah oui. Oui, oui, oui. L'artémisia coûte déjà 6 000 francs. Non, j'ai rien fait du tout. J'ai dit à mes clients, c'est fini. Bah, je ne pouvais pas acheter l'artémisia à un prix comme ça. Je pouvais pas, ça servait à rien parce que je dois l'acheter et le transformer. Moi, je pouvais pas. J'ai juste demandé. J'ai fait une liste d'attente. Il y avait plus de 300 numéros en 4 jours. En fait, bon, ça faisait même peur. Donc, l'artémisia, c'est la plante la plus recherchée. C'est vrai que on doit faire très attention. Donc, moi, Kenzama, que nous avons d'abord arrêté. Entre-temps, j'ai eu un stock de mon fournisseur parce que quand on crée la rupture, quand ça devient trop cher, du coup, personne n'achète et les fournisseurs deviennent raisonnables. Ils ont rebaissé le prix. Raisonnables et voilà ils ont rebaissé le prix pour voilà, c'est pas évident, c'était vraiment ridicule même à la fin. Il a fallu qu'un Covid vienne là pour que l'artémisia soit connue. Justement, ça me permet de parler un peu de l'impact psychologique d'une pandémie comme ça sur un entrepreneur. Est-ce qu'au début, tu as eu un peu peur de l'impact que ça pourrait avoir, surtout quand tu as 20 personnes qui travaillent pour toi et qu'on dit non, il faut rester chez vous, il faut libérer les employés parce qu'ils se déplacent, ils prennent les transports en commun. Psychologiquement, au début, comment tu l'as vécu? Bon, nous avons eu peur de ne pas avoir des produits parce que c'est vrai que il y en a parce que nous travaillons aussi avec des personnes qui travaillent en temps partiel, dont des personnes qu'on appelle seulement quand on doit produire, on doit transformer un produit. Certains ont dit ils ont peur, leurs parents ont demandé de rester chez eux. Moi, je ne force pas, mais nous avons une autre équipe. J'ai pris d'autres personnes qui étaient disponibles à travailler. Là, on paye un peu plus pour travailler en respectant vraiment, bien sûr, les barrières. Et ces agences, ces compagnies, il y a des compagnies de logistique qui se sont même créées avec le Covid. Des personnes qui ont créé carrément leur entreprise pour faire des livraisons. C'était une histoire de ouf parce que les gens vraiment ne sortaient pas. Imaginez, vous ne sortez pas de la maison et vous avez faim. Vous devez vous nourrir, vous devez faire vos courses. Et du coup, toutes ces entreprises qui ont été créées ont pu quand même se faire connaître parce que quand on est à la maison, qu'on ne fait rien, on est sur les réseaux sociaux. Et ça fait qu'ils ont en fait lancé leur entreprise pendant cette pandémie. Donc, nous avons beaucoup plus avec des sociétés de logistique et ceux qui ne pouvaient pas travailler parce qu'ils avaient peur, on leur a dit, OK, quand ça ira mieux, tu pourras revenir travailler. Donc, nous-mêmes, nous travaillons de la maison. On ouvrait un peu plus tard et on allait juste on essaie de mettre les livraisons peut-être en matinée ou dans l'après-midi en Pâques. On essaie de prendre plusieurs livraisons à la fois pour ne pas trop travailler. Et les gens vraiment faisaient commander même de l'eau, il fallait être toujours véhiculé pour faire les livraisons parce que ces agences font beaucoup plus de livraisons en moto et il fallait avoir la voiture parce que les familles achetaient de l'eau, des jus, enfin des trucs lourds quoi, des régimes de plantain, tout ça pour pouvoir faire du stock. Voilà, juste pouvoir faire du stock parce que tout était en rupture, papier hygiénique. Donc, il fallait vraiment commander beaucoup parce qu'ils ne savaient pas jusqu'à quand ça va durer. Déjà que quand le Covid a atteint le pic, personne ne sortait, hein. Ton stock, il était assez suffisant. Tu as réussi toujours à ravitailler tes clients, surtout que tu me disais, la base de données a quand même augmenté. Parle-nous de comment ça s'est passé au quotidien. Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres? Bon, nous avons eu la chance que certains produits, nous avions le stock. En fait, nos produits se vendent ce sont des petites quantités. Des tisanes, c'est des 30 grammes, 50 grammes. Nous avions le stock pour certains produits. Et des produits qui étaient finis,
Étant donné qu'il n'y avait pas trop d'affluence, on avait la possibilité de bien circuler pour aller acheter. Et il y a des marchés où les gens venaient très très tôt le matin quand il n'y avait pas d'affluence, ils vendaient rapidement et ils rentraient à la maison. Donc il fallait sortir avant 6 heures du matin pour pouvoir acheter ces produits-là. Et ceux qui étaient totalement finis, les gens qui pouvaient pas voyager, parce qu'à un moment donné, les bus même ne voyageaient pas. Donc entre les villes, il n'y avait pas de déplacement. Les produits finis étaient finis. Il n'y avait rien à faire. Je pouvais rien faire du tout. Je demandais parfois à mes partenaires qui font dans les produits naturels aussi, est-ce que tu as telle ou telle chose? Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Parce qu'on peut pas, on peut rien faire si on peut pas, il n'y a pas de voyage, on attend. Donc, il y a des produits qui, on attend juste comme ça. C'était comme en pharmacie. La plupart des pharmacies, l'alcool était en rupture. Quand c'est fini, c'est fini. Tout simplement, il faut attendre. C'est pourquoi on a commencé à fabriquer les masques, les cache-nez, là. Nous avons fait les cache-nez. Alors, vous vous êtes mis aussi à l'artisanat un peu comme ça? Au début, on donnait cadeau aux gens qui passaient des commandes. C'était aussi genre, commander, vous livrer, un cache-nez ou bien 3 ou 4 cache-nez par rapport à votre commande. En fait, même pendant le Covid, il fallait toujours faire des promotions. Faites-vous livrer gratuitement si vous commander avant midi. On a passé le temps vraiment parce que beaucoup de gens étaient sur les réseaux sociaux à ne rien faire, à rester à la maison. Donc, ça fait qu'on a profité pour faire beaucoup de promotions. Les gens, en fait, aiment les promotions, même si à la fin, ils vont dépenser plus, mais ils aiment bien entendre le gratuit dans une promotion. Quand on dit, voilà, quand vous faites un achat de 10 000, vous avez un produit de 2 000 francs. Quand vous faites une promotion pareille, même le client qui ne voulait rien acheter va aller fouiller sur le site et acheter un truc parce qu'il sait qu'il va gagner. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment, bien sûr. Les stratégies commerciales. On peut dire vraiment que tu as su naviguer et même te repositionner parce que toutes les contraintes de la crise, finalement, il y a une petite solution que tu as essayé de développer autour. Et ça, c'est un des conseils, je pense, qu'il faut partager. C'est une des choses que les entrepreneurs doivent apprendre le plus en plus à faire. Oui, il y a un problème, mais il y a toujours un début de solution. Parlons un tout petit peu chiffre d'affaires pour que les gens comprennent. Donc, malgré tout, tu as réussi, donc, comme on disait, à continuer à travailler, contrairement à beaucoup qui ont dû fermer, notamment grâce à ton service de livraison. Ton marché étant positionné sur les produits naturels et à ce moment-là, beaucoup de gens ont eu recours à ces produits-là. Donc, tu as une base de données de clients qui a quand même explosé. Si tu devais aujourd'hui nous dire, voilà, en termes de chiffre d'affaires, la différence entre avant la crise et pendant la crise, on est sur quoi? Je vais dire avant le Covid par rapport à pendant le Covid, parce que là, on va dire, nous sommes après le Covid, hein, parce que je pense que les choses ont vraiment, c'est devenu stable. On a l'impression que la maladie n'est plus là. Je veux dire, ici au Cameroun, je me trouve, mais la différence entre avant et pendant le Covid, il y a un gain énorme en clientèle. Déjà, des personnes qui ont découvert la boutique, ça c'est la chose, c'est très important pour nous. Comme je disais tantôt au début, notre concept, c'est pas toujours vendre. Une fois que quelqu'un nous sait que Kenza Market existe, Kenza Market fait dans ceci ou cela, cette personne pourra plus tard nous recommander. Voilà. En termes de chiffre d'affaires, on va dire 50% plus de ventes qu'avant le Covid, on va dire ça comme ça. Et on a gagné vraiment, on a eu plus de, peut-être, disons, 1000 nouvelles personnes qui nous ont contactés. Énorme. Les personnes au moins qui nous ont appelé même pour demander, est-ce que vous avez de l'artémisia? C'était toujours artémisia. Est-ce que vous avez du gingembre? Le stock de gingembre est totalement fini. Le sac de gingembre est quitté de 19 000 francs à 65 000 francs. Le sac de gingembre, le sac de 75 ou 5 kilos. Voilà. Donc, il y a des produits vraiment qui sont allés en hausse. On a beaucoup gagné, beaucoup de personnes nous ont découvert. Il y a aussi eu des émissions télé. Si tu devais donner un conseil aujourd'hui aux entrepreneurs qui sont partout en Afrique et qui, eux, sont impactés plus ou moins négativement par la crise, qui ont peur, qui sont découragés, qui ont dû fermer, etc., qu'est-ce que tu leur dirais? En entrepreneuriat, c'est vraiment, on va dire que c'est l'amour pour ce qu'on fait. Quand on commence une activité, il faut vraiment aimer ça. Parce qu'un entrepreneur, vous êtes le boss, vous êtes l'employé, vous êtes tout. Vous deviez savoir vous-même faire ce que vous voulez lancer comme business. Parce qu'il y en a qui lancent des entreprises et ils prennent des employés et ils laissent les employés faire. Ce sont les employés qui mettent l'entreprise en haut ou en bas. C'est très important de savoir ça. Vous, en lançant, peu importe ce que vous voulez lancer, vous deviez vous-même pouvoir le tenir seul. Et la vie d'un entrepreneur, c'est très, très difficile parce que à la fin du mois, vous deviez payer vos charges, qu'il pleuve ou qu'il neige, que vous ayez vendu ou pas, selon votre service. Vous devez toujours, peu importe, donc vous devez toujours avoir, pas un plan B, on va dire, toujours des économies.
Si vous avez 5 000 francs que vous voulez commencer un business, vous devez investir, disons, 40 000 francs, c'est un exemple, et vous devez toujours avoir une petite marge. On va dire ça, des économies, l'argent gardé quelque part, parce qu'il y a des mois où vous ne pourriez pas payer vos employés, il y a des mois où vous n'aurez vraiment beaucoup perdu et vous devriez toujours payer vos factures. C'est ça la différence. Quand vous êtes employé, vous finissez le travail, vous rentrez à la maison, bonne nuit. Le matin, vous vous habillez. Quand vous êtes entrepreneur, vous travaillez de la maison, dans le cerveau, dans le sommeil, vous travaillez. Le matin, vous travaillez parce que vous êtes toujours en train de faire le travail de l'employeur et de l'employé. Et c'est très important en faisant l'entrepreneuriat de se former. Moi, j'ai fait une formation en project management pour manager des gens. Il y a des formations comment gérer son temps. Là, on fait des formations en diététique. Il faut toujours apprendre. Il faut lire, lire et lire. Et quand vous êtes boss, quand vous tenez une entreprise, toutes vos lacunes, des choses que vous pensez que vous ne savez pas faire, que vous aimeriez apprendre, apprenez. Puisqu'en tant que boss, vous pouvez trouver un peu de temps. Vous essayez de gérer vos tâches, vous léguez les tâches. Et maintenant, dans votre passe-temps, essayez d'apprendre parce que aujourd'hui, vous pouvez avoir une entreprise agroalimentaire. Demain, vous créez notre entreprise dans l'immobilier. Merci beaucoup, Gaëlle. C'était un plaisir de t'avoir dans cette émission. Franchement, ton projet est juste génial et le fait que tu aies su rester aussi résiliente face à une crise comme le Covid-19, c'est aussi la preuve que l'innovation et le fait de croire en nos ressources naturelles peuvent permettre de générer une économie en temps de crise. Et ça, j'espère que les entrepreneurs qui nous écoutent au Sénégal et ailleurs en Afrique ou encore dans la diaspora vont s'en inspirer. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot? Bon, je vais dire coucou tous les Sénégalais et que allez sur ma page Kenza Market, visitez la page Facebook et notre contact, nous répondons à l'heure, pourra discuter dans les détails. J'invite tous les Sénégalais, comme tu le disais, à aller sur kenzamarket.com et toutes les personnes qui nous écoutent. Les Camerounais au Sénégal. Et les Camerounais au Sénégal. Gaëlle Laura Kenfack, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Ce fut un plaisir. Je te souhaite encore beaucoup, beaucoup plus de succès et surtout encore de la résilience Maria, parce que je sais déjà que tu sais où tu vas et que les cauchemars se transformeront en rêves. Merci beaucoup. Hey, ne zappez pas, on revient tout de suite. Cette émission est soutenue par la DER, Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Communauté d'entrepreneurs, vous êtes toujours dans votre émission favorite du jeudi soir, Cauchemar d'entrepreneurs. Et vous le savez, là, on était hors du Sénégal. On revient tout de suite au pays de la Teranga parce qu'ici, il y a énormément d'entrepreneurs qui galèrent ou qui réussissent et puis surtout qui survivent à la crise Covid-19 puisque c'est le thème de notre saison 3. Alors, en deuxième partie d'émission, je suis avec Moustapha André Diop qui est à la tête de Hygienia Service. C'est une entreprise qui fait dans la propreté et l'hygiène, mais je le laisse nous dire ça lui-même. Moustapha, bonsoir. Oui, bonsoir Mariama. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je vais bien. On fait aller tant bien que mal en cette période un peu délicate, quoi. Effectivement, un peu délicate. Alors, Hygienia Service, Moustapha, c'est je me permets de te tutoyer, c'est Cauchemar d'entrepreneurs, c'est la même communauté, on se tutoie. C'est ton entreprise qui fait dans l'hygiène et la propreté. Quels sont les services que vous offrez? Hygienia Service est une structure implantée à Dakar depuis quelques années. Nous, on est spécialisé dans les métiers liés à la propreté et à l'hygiène à travers des prestations de services de propreté, des services aussi de conseil et de diagnostic que l'on peut faire pour les particuliers comme pour les personnes morales. Nous faisons aussi la distribution d'équipements et d'accessoires d'hygiène. Quand vous dites des services pour les individus ou les entreprises, c'est quoi? C'est du nettoyage de bureaux? C'est du nettoyage de chantier? De quoi on parle clairement? Ici, on parle de nettoyage professionnel et industriel. Donc, 90% de nos clients sont des personnes morales, donc des entreprises de divers secteurs. Nous travaillons avec des hôpitaux, avec des sociétés pétrolières, avec des banques, avec des usines, des industries de haut niveau telles que quelques cimenteries. Donc voilà. Donc on a
une clientèle assez variée, et ce qui nous a permis d'acquérir une expérience vraiment exceptionnelle, quoi. Si vous faites du nettoyage industriel, ça signifie que vous êtes un peu partout au Sénégal. Donc, combien de régions êtes-vous et combien d'employés aujourd'hui à votre service? Nous sommes implantés dans au moins 6 à 7 régions à travers le Sénégal. Donc, au-delà de Dakar, nous sommes à Thiès, à Diourbel, à Kaolack, à Saint-Louis, à Tamba, à Kaffrine, etc. Donc, nous sommes une structure avec pratiquement quelque chose comme 180 personnes, donc réparties à travers le pays. Alors, jusqu'à 180 personnes et 6 à 7 régions desservies, ça me permet, Mustapha, de rentrer tout de suite dans le vif du sujet du Covid-19 et de son impact sur votre entreprise. D'abord, parlons des mesures qui ont été prises, à savoir la fermeture de l'interrégion. Est-ce que ça a impacté ton business? Quelque peu, mais heureusement, on avait anticipé avec certaines décisions parce que pour certaines régions, on avait déjà livré pour chaque site un stock assez important qui pouvait laisser présager une certaine autonomie pendant au moins 2 mois. Et heureusement, entre-temps, le stock était encore vivant et puis certaines mesures d'interdiction, surtout le transport interurbain, a été levée. Donc, ça nous permet également de pousser un souffle de soulagement. Moi, personnellement, dans le cadre de mes déplacements, j'ai été longtemps handicapé parce que, comme nous travaillons avec certains hôpitaux, certaines structures sanitaires. Donc, souvent, j'étais demandé en réunion, donc je pouvais pas être présent. Donc, c'était juste ça. Mais après, ça s'est réglé. L'anticipation, je pense qu'ici, c'est vraiment ce que les auditeurs et la communauté d'entrepreneurs vont retenir. L'anticipation, savoir que tiens, il y a une crise qui arrive. La solution, c'est peut-être justement de mettre tout de suite les outils en place pour pouvoir éviter le pire. Et c'est ce que vous avez réussi à faire. Alors, il y a déjà 3 mois que la pandémie s'est étalée au Sénégal. Comment, dès le début, tu l'as vécu toi en tant que chef d'entreprise? Est-ce que tes employés, tes ressources humaines ont été impactés? Oui, je crois que personne n'a été épargné, hein. Nous tous, on a été impactés, hein, d'abord en tant que personne, ensuite en tant que structure organisée. Dès les premiers cas, donc on a cherché à réunir tout le personnel pour les informer. Parce que nous avions fait au niveau même de l'hôpital une réunion d'information sur la maladie, et ce sont ces connaissances-là que nous avons tirées de ce partenariat avec l'hôpital que nous avons retourné sur nos agents. Donc on avait déjà toutes les informations quant à la maladie, au mode de contagion, aux mesures à prendre. Donc, on les avait déjà formés et avisés sur certaines mesures à prendre. Vous aviez déjà informé vos employés des mesures à prendre, mais avec quand même 180 personnes, même en prestataire, autour du pays, et puis un business qui fonctionne normalement. Est-ce qu'il y a eu un ralentissement? Est-ce que certains employés ont dû être mis au chômage technique? Bien sûr, parce que nous disposons de divers types de clients. On a des hôpitaux, on a des banques, des entreprises privées, on a même des hôtels et des écoles privées. Donc, surtout, les hôtels avec lesquels nous travaillons, certains ont fermé, donc ils nous ont demandé de faire le service minimum. Sur une équipe, par exemple, de 12 personnes, finalement, il n'a été retenu que 4 personnes pour faire juste le service minimum. L'école a été fermée, par exemple, définitivement entre guillemets. Donc, on ne pouvait plus fournir nos prestations là-bas. Donc, toutes ces personnes ont été mises pendant quelque temps au chômage technique
ou bien ils ont été utilisés à d'autres fins pour pouvoir optimiser leur service. Pour pouvoir optimiser leur service. Donc ça aussi, c'est savoir réutiliser, réadapter les ressources humaines pour pouvoir continuer en fait à les rendre utiles et puis surtout à les payer parce qu'on parle d'argent. Hein, on est en entrepreneuriat, on parle d'argent. Alors Mustapha, justement, en parlant d'argent aujourd'hui, près de 3 mois après le début de cette crise au Sénégal, est-ce que tu arrives à mesurer l'impact financier sur ton entreprise en termes de pourcentage, pour ne pas faire peur aux auditeurs, en termes de pourcentage, est-ce que c'est un manque à gagner? Est-ce que c'est plutôt stable? Oui, il y a un manque à gagner de, disons, sur les 20%. Ça aurait 20% de manque à gagner sur l'ensemble de la période? Oui, oui. Parce que ça aurait pu être plus grave, mais heureusement, comme nous fournissons des services, des services quotidiens. Donc, voilà, il y a certains clients qui nous ont demandé, par contre, de renforcer notre présentiel avec la mise à disposition, par exemple, d'un personnel dédié spécialement à la désinfection. Donc, ça nous permet d'utiliser, par exemple, une personne qui a été mise en chômage technique, de le reprendre et de le mettre voilà, à disposition d'un client pour simplement désinfecter tous les points contact, par exemple les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, les rampes d'escalier, etc. Mais bon, disons que l'impact se situe sur les 20%. J'entends dans ce que tu me dis là, en fait, que finalement, via cette crise, il y a aussi eu des opportunités. Il y a eu quelques opportunités, ça c'est vrai. Certains clients, effectivement, nous ont demandé de renforcer le présentiel du personnel pour ces opérations de désinfection de quelques points contact qui ont été identifiés à l'avance. D'un point de vue maintenant un peu plus personnel, un peu plus individuel, comment est-ce que toi, tu as vécu cette crise-là, tes journées, puisque j'imagine un entrepreneur, ses journées quand même tout le temps chargées, et puis là, tout d'un coup, beaucoup de choses sont mises à l'arrêt. Est-ce que pour toi, ça a été accueilli positivement? Est-ce que ça a été difficile? Le premier impact que j'ai eu, disons que ça a été déjà de voir immédiatement, d'essayer d'entrevoir des solutions pour contourner. Parce que quand il se pose un problème, il faut trouver toujours une solution, essayer de s'adapter. Donc ça a été difficile au début parce qu'on ne savait pas exactement sur quel pas danser. Parce que les mesures d'interdiction changeaient pratiquement toutes les semaines, toutes les 2 semaines, disons. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, on n'avait pas une idée exacte de comment allait progresser cette maladie. On n'avait pas les vraies informations pour pouvoir prendre des décisions les plus adaptées. Oui. Voilà. C'était ça le premier impact de trouver, la difficulté, on va dire, de trouver des solutions. Est-ce qu'il y a eu d'autres impacts? Est-ce que, par exemple, ce temps en plus que subitement le monde nous offrait, tu as décidé de le mettre à contribution pour de la formation entrepreneuriale ou pour autre chose? Oui, parce qu'en même temps, ça fait 2 ans que j'avais repris les études, mais bon, maintenant, on les fait en ligne. J'ai mis à contribution ce temps-là pour m'investir dans autre chose, toujours dans l'activité, parce qu'on est en train d'élargir notre activité. Donc, je me suis investi pour organiser tout cela. Donc, normalement, d'ici quelques mois, on devrait passer à un autre cap. Comment est-ce que cet après-Covid, tu l'entrevois? On a commencé au Sénégal à déconfiner, entre guillemets, même si nous n'avons jamais été totalement confinés. Et puis, l'économie est en train, petit à petit, de se raviver. Comment est-ce que toi, d'un point de vue entrepreneurial, tu vois cet après-Covid-là? De bon augure, parce que finalement, c'est comme l'a dit le président de la République, il faut vivre avec, parce qu'on ne sait pas à quel moment exactement ça va finir. Est-ce que ça va même finir d'ailleurs? Donc, l'important, c'est de prendre les choses positivement et puis de s'organiser tant bien que mal en faisant avec. C'est-à-dire, à partir maintenant des mesures barrières, surtout inculquer ça pour changer nos habitudes,
partir sur de nouveaux principes et puis c'est ça, quoi. Tout à fait. Il y a eu pendant ces 3 mois énormément d'entrepreneurs qui, eux, malheureusement, n'ont pas pu continuer à travailler, qui ont dû fermer complètement, voire même qui ont dû laisser partir des employés. Certains commencent à réouvrir, d'autres non. À ton avis, en ce qui concerne la résilience dans l'écosystème entrepreneurial au Sénégal, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui pourrait être un plus pour permettre aux entrepreneurs sénégalais d'être vraiment plus solides, plus résilients sur le long terme face à des crises comme celle-là? Ils ont juste besoin d'être accompagnés. Et quand je dis accompagner, ce n'est pas juste donner des sous ou bien mettre en place quelques mesures d'ordre fiscal pour un court terme. Ça doit être un peu plus profond que cela et ça doit être étalé aussi sur le long terme. Parce que nous, l'écosystème des PME, surtout les PME, les PMI au Sénégal est très très fragile. Donc, on a une chance sur 10 de survivre, d'être dans la durée. Donc, l'accompagnement doit être un peu plus solide, plus durable, voilà. Alors, un accompagnement plus solide et sur le long terme, mais de quel type d'accompagnement il s'agirait? Est-ce que ce serait de la formation? Est-ce que ce serait la mise à disposition de coachs? De quoi est-ce que tu penses qu'ils ont besoin même en termes d'accompagnement? De formation d'abord, parce que beaucoup de gens ici dans ce pays se lèvent du matin d'un jour à l'autre et puis commencent leur activité. C'est pourquoi d'ailleurs le secteur informel est aussi puissant parce que tout le monde est entrepreneur. Tout à fait. Donc, mais on n'a pas les outils, pour certains, on n'a pas les outils adéquats pour pouvoir mener à bien nos activités, même s'il s'agit de l'activité la plus banale. Donc le premier outil, c'est la formation. Le deuxième outil, je pense, c'est l'accompagnement des banques, parce que les banques ne jouent pas véritablement le jeu. Voilà, donc les petits entrepreneurs, dans mon cas, dans mon genre, doivent être soutenus de façon beaucoup plus solide, quoi. Voilà, parce que les banques ne jouent pas souvent le jeu. Donc voilà, ils peuvent accorder des petits financements. Et puis voilà, ils reprennent les sous en moins de 6 mois, donc c'est un peu difficile. Mettre sur pied une activité au Sénégal est devenu quelque chose de très, 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 très difficile. Très difficile. C'est très compliqué et je pense qu'il y a une vérité absolue dans ce que tu viens de dire, à savoir que les banques doivent jouer leur rôle, surtout dans une période comme celle-là où financièrement la plupart des entreprises sont complètement à bout et donc c'est le moment de les aider justement à passer le cap et puis à grandir et on espère aussi à se développer car les champions commencent sous forme de start-up, un peu comme toi avec Igenia qui a déjà 8 ans d'existence et près de 180 personnes qui travaillent pour cette entreprise-là. Merci beaucoup Moustapha. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot? Bonne chance vraiment et puis tous nos souhaits pour que cette pandémie passe le plus vite possible et que voilà, que les choses reviennent à la normale. Donc voilà, bonne chance à tous mes collègues entrepreneurs. Vraiment, c'est ce que je nous souhaite le mieux, quoi. Merci beaucoup Moustapha d'avoir été dans l'émission Cauchemar d'entrepreneurs. Je me rappelle que Moustapha André Diop est le fondateur de Hygienia Service, qui est une entreprise qui fait dans l'hygiène et la propreté pour les entreprises, les industries, mais aussi les individus. Merci beaucoup et à très bientôt. Je te souhaite aussi beaucoup de résilience et surtout un développement pour ton entreprise. Avant de finir cette émission, vous le savez, je ne peux pas partir sans vous donner des outils, sans vous donner quelques astuces. Tout de suite, c'est la rubrique Les astuces de l'expert. Les astuces de l'expert. Les astuces de l'expert. Vous êtes donc dans votre rubrique des astuces de l'expert parce que comme je vous le disais tout de suite, je ne peux pas vous laisser partir sans vous donner quelques conseils, sans vous donner quelques outils avec ces personnes qui sont aujourd'hui au Sénégal et qui ont des connaissances à partager. Aujourd'hui, dans ce cadre-là, je reçois Malik Faye. Malik Faye qui est Digital Project Manager. Ça veut dire qu'il manage les projets digitaux pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Mais il est aussi enseignant à l'UVS, Université virtuelle du Sénégal, et à l'ISEP de Thiès. Il est enseignant en compétences web et aujourd'hui, avec lui,
on va discuter inclusion financière et littératie numérique. Alors, je vous le dis tout de suite, ce sont des termes compliqués pour moi aussi. Malik, bonsoir. Bonsoir Mariama. Aujourd'hui, tu es à Dakar ou tu es à Thiès? Il faut qu'on te situe géographiquement d'abord. Je réside à Thiès depuis 2016 pour des activités donc professionnelles. D'accord. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette rubrique, les astuces de l'expert. Je sais que tu n'aimes pas beaucoup cette terminologie expert, mais à partir du moment où tu es enseignant, c'est que tu as beaucoup de connaissances à partager avec nous autres. J'aimerais qu'on discute inclusion financière et littératie numérique. D'abord, explique-nous qu'est-ce que ça veut dire. Alors, commençons d'abord par la littératie numérique, un ensemble donc d'agrégats permettant tout simplement d'aider des citoyens vers le futur. Comment? En leur donnant tout simplement des compétences solides et des compétences transversales sur les outils du numérique, mais également les éléments de l'informatique pour les permettre à la fois de faire de la création, de consommer également d'une manière responsable le numérique, mais de participer également d'une manière dynamique à l'économie numérique. Sachant qu'aujourd'hui, le numérique occupe un niveau hyper important dans donc l'économie d'une manière globale. Il est important pour impliquer la population, de les préparer donc aux compétences et aux aptitudes du numérique. Je résume en français facile pour ceux qui justement n'ont pas encore cette littératie numérique, c'est d'expliquer en fait, de former, un peu comme les gens vont à l'école, de former le maximum de personnes aux outils numériques pour que demain, une crise comme celle-là qui arrive et que tout le monde est obligé d'aller sur le numérique, qu'ils puissent avoir aussi des interlocuteurs qui comprennent ce qu'ils font sur le numérique. Est-ce que c'est ça? C'est tout à fait cela. On parle d'inclusion financière. Comment est-ce que l'inclusion financière peut aujourd'hui être en rapport avec cette compréhension du numérique, avec la littératie numérique? Alors, pour permettre à tous les citoyens donc d'accéder d'abord aux ressources financières afin de pouvoir peut-être développer des activités économiques, le premier élément d'abord c'est d'avoir de la compétence pour trouver des financements, mais également avoir des outils pour manager donc cet argent-là une fois reçu. Donc l'inclusion financière, c'est de permettre à tous les citoyens d'avoir accès donc aux ressources financières, et le numérique est un des facteurs, des secteurs les plus propices pour permettre donc aux citoyens de pouvoir, juste à partir d'un ordinateur ou d'un téléphone, d'avoir la connexion Internet, de dérouler des activités donc génératrices de revenus. L'outil le plus propice au niveau du numérique, pourquoi le plus propice? Oui, pourquoi c'est plus propice? Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, la moitié du monde est connecté et la moitié également du monde consomme des ressources venant donc du numérique. Et pour pouvoir générer, donc faire tenir ou gérer des activités génératrices de revenus, il suffit juste d'avoir un ordinateur ou un téléphone connecté sur Internet et un peu d'intelligence et être bien formé pour pouvoir donc faire de la création et faire de l'innovation. Mais justement, en parlant de création et d'innovation et de générer du revenu avec Internet, quels sont les différents moyens qu'on pourrait avoir pour générer du revenu? Surtout, si on est dans un secteur plutôt informel, on n'est pas une entreprise, on va dire un peu comme les nôtres, qui a besoin d'une forte présence digitale pour son image, pour le branding. Mais si voilà, on est un boutiquier, si on est aujourd'hui un vendeur quelconque, comment est-ce qu'on peut générer du revenu via Internet? Alors, vous l'avez déjà évoqué, un vendeur, quand il s'agit d'un vendeur, il s'agit tout simplement de connaître les plateformes de placement ou de publicité, de pouvoir bien donc définir, comprendre et connaître son produit et identifier sa cible et passer donc des publicités juste à travers donc ces plateformes-là. Par exemple, Facebook, par exemple, Instagram ou TikTok, où vraiment beaucoup de personnes y sont et attendent tout simplement un contenu de qualité. Là, le commerçant donc pourra faire un placement de produits et avoir donc un retour d'investissement par rapport à sa publicité. Mais également pour un jeune étudiant qui à la recherche d'emploi à partir donc d'une plateforme comme LinkedIn, avoir donc ses compétences et trouver facilement un recruteur. Donc les plateformes sont également nombreuses pour aider les acteurs économiques à avoir plus de visibilité en ligne, mais également aux jeunes créateurs de pouvoir créer du contenu, faire une vidéo ou bien produire des articles pour donner plus de visibilité à sa zone. Pour être beaucoup plus concret, si on prend par exemple un jeune de Kédougou qui peut-être sa zone n'est pas très connue à travers donc juste un téléphone,
ok, il peut photographier la zone et faire la promotion de la ville afin donc d'attirer plus de touristes dans sa zone. Et ça fera que booster l'économie en fait de la ville. Parce que beaucoup de gens pensent que le Sénégal se résume à Dakar, Saint-Louis. Or, il y a des zones très attractives à travers le Sénégal. Mais malheureusement, on ne les connaît pas. Et pour être bref, beaucoup de personnes, oui, je prends de l'étranger, avant d'aller dans n'importe quelle zone à travers le monde, ils checkent sur Internet pour voir quelles sont les possibilités, comment y aller pour pouvoir donc prendre rendez-vous avec ces services-là. Mais alors, généralement, lorsqu'on parle d'inclusion financière, on parle quand même de populations qui sont dans des zones assez reculées, pour le dire comme ça, mais aussi de populations avec un faible taux d'alphabétisation. Est-ce que la littératie numérique n'est pas directement en lien d'abord avec l'alphabétisation? Oui, en fait, il faut comprendre que le mot peut-être a été changé récemment, mais on parlait de solidarité numérique. Ensuite, on a parlé donc de l'alphabétisation numérique, afin donc de permettre à la population de pouvoir donc dialoguer avec l'outil ordinateur. Donc, mais la vocation première, c'est de permettre à toute la population, ou bien à toutes les populations, d'avoir accès à l'outil et de faire vraiment bon usage de cet outil-là. Donc, l'inclusion financière ou bien la littératie numérique ne laisse personne en rade parce que tout un chacun a quelque chose à dire ou à faire avec le numérique pour avoir plus d'épanouissement, mais afin également de participer d'une manière dynamique à l'économie du monde. Alors ma question justement, pour être concret, c'est de savoir est-ce qu'on peut réellement utiliser à son maximum Internet, au maximum du potentiel du numérique lorsqu'on ne parle pas une des grandes langues, le français et l'anglais. Est-ce que c'est possible? Ne pas utiliser le français et l'anglais n'est pas un blocage. Parce que là, aujourd'hui, je donne juste un exemple qui m'a beaucoup séduit. J'ai vu une grande dame ici à Thiès qui gère ses tontines via WhatsApp. Et là, elle n'a pas besoin de parler français, mais juste enregistrer un son vocal et de l'enregistrer. Si vous allez en Côte d'Ivoire, nous avons un ami blogueur qui a aujourd'hui développé une radio sur WhatsApp, donc, et qui permet de partager des informations avec une masse critique, donc, sur l'actualité à travers le monde. Donc, parler l'anglais ni le français ou ne pas savoir écrire et lire ne peuvent pas vraiment être des blocages pour la population. Il suffit juste de savoir maintenant comment adapter son modèle, comment adapter sa solution à la réalité donc de sa cible. Peut-être deux dernières questions. D'abord, quelle est la situation de la littératie numérique au Sénégal en ce moment? Quel est le contexte dans lequel nous vivons au niveau du numérique, de l'adaptation des populations à cet outil? Alors, il faut comprendre que vraiment le niveau est très bas. Le niveau est très bas. Je donne juste un exemple qui est un exemple très pratique ici dans les universités du Sénégal. On reçoit des jeunes étudiants à l'entame donc de l'année académique, mais vous savez, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à faire la différence entre un moteur de recherche et un navigateur. Ok, ça c'est un exemple pratique. Ils ne savent même pas manipuler un ordinateur et manier une souris. Donc ça, c'est un exemple pratique parce qu'ils sont dans des zones reculées, ils n'ont pas accès à l'outil informatique. Cependant, cette même génération-là, quand même, utilise WhatsApp, utilise Facebook parce qu'en fait, ils ont une ergonomie très accessible. Mais ça ne fait pas d'eux des gens conscients de l'outil en tant que tel et ça ne fait pas également des gens compétents. Quelle est la solution par rapport à cette situation? C'est de diversifier, en fait, de rendre accessible l'information et d'inviter également les acteurs de la société civile à participer également à la littératie numérique en faisant des programmes de formation, de sensibilisation un peu partout à travers le Sénégal. L'État également doit appuyer en fait cette politique de développement là au niveau local en démocratisant l'accès à l'internet, mais également à faciliter l'électrification locale parce qu'Internet, l'ordinateur consomme des ressources donc électriques et s'il n'y a pas donc accès à l'électricité, on ne peut pas vraiment installer donc un projet de solidarité numérique efficace et efficiente. Tout à fait. Une dernière question. La pandémie s'est étalée à notre pays il y a 3 mois maintenant. Si notre situation en termes de littératie numérique avait été différente, ça aurait été différent, la gestion de cette crise? Absolument. La gestion aurait été vraiment très facile parce qu'en fait, automatiquement, les gens sauraient donc quel outil prendre et quelle stratégie mettre sur place pour faire face à cette pandémie.
Et malheureusement, beaucoup d'entreprises ne connaissaient pas le télétravail, beaucoup d'entreprises ne connaissaient pas également les outils appropriés pour pouvoir travailler à distance parce qu'on était donc dans notre confort de l'administration classique et du management top-down. Et toutes ces stratégies, toutes ces tactiques, ces outils de management sont révolus. Aujourd'hui, on est dans une dynamique beaucoup plus opérationnelle, mais également une dynamique qui est beaucoup plus libre. On parle d'ailleurs de l'entreprise libérée pour tout simplement être beaucoup plus être en phase avec les mutations technologiques et les mutations donc sociales. Est-ce que c'est ça la grande leçon alors? Mieux se préparer aux éventuelles crises du monde en faisant en sorte que nos populations comprennent beaucoup mieux le numérique? La grande leçon désormais, c'est de saisir des opportunités du numérique et d'apprendre tout le temps et d'apprendre tous les jours pour se préparer vers d'éventuelles crises. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une transition, je le dis souvent, on est dans une transition à 360 et ceux qui ne sont pas avertis, ceux qui ne se préparent pas seront toujours en arrière parce qu'on est vraiment à grand V. Merci beaucoup Malik Faye d'avoir été dans la rubrique Les astuces de l'expert. On a appris énormément de choses. La première, c'est justement qu'il faut savoir saisir les opportunités du numérique. Et si jamais, très chers auditeurs, très chères communautés, très chers entrepreneurs, vous sentez que vous avez encore des lacunes face à ces outils, n'hésitez pas à chercher des formations pour vous aider. Peut-être que Malik, d'ailleurs, pourrait nous indiquer quelques formations sur lesquelles on pourrait se rediriger. Oui, actuellement, des plateformes comme Facebook, des plateformes comme LinkedIn et des plateformes, par exemple, comme Open Classroom, offrent des formations en culture numérique. Parce que oui, il s'agit de cela, se cultiver d'abord en numérique et de savoir également exprimer la bonne requête, de savoir trouver les bonnes ressources sur Internet. Parce qu'Internet, c'est vrai que le savoir est ouvert, mais il faut savoir également dénicher pour trouver ce savoir-là. Donc, et quasiment, les internautes qui ne sont pas formés ne reçoivent que 10% du contenu du web. Et pour avoir maintenant les 90 qui restent, il faut vraiment connaître les bons outils et pouvoir donc gagner en valeur ajoutée. Absolument. Merci encore une fois, Malik Faye, donc Digital Project Manager et enseignant à l'UVS ainsi qu'à l'ISEP de Thiès. À très bientôt. Merci Mariama, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur cette émission-là et je te souhaite une excellente continuation. Les astuces de l'expert. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Quel dommage, le temps passe beaucoup trop vite. En tout cas, communauté, sachez que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Allez-y, cliquez, cherchez-nous. Cauchemar d'entrepreneur, l'émission, c'est ce qu'il faut taper pour nous trouver sur Facebook. On a aussi un groupe de support SOS Entrepreneur, une toute petite communauté regroupée pour répondre aux questions des uns et des autres sur Facebook. Petit groupe privé. Allez-y, likez, rejoignez-nous, faites grandir cette communauté. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain. Cauchemar d'entrepreneur. Cauchemar d'entrepreneur.